Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bonjour, je suis Marine Slove, vétérinaire touche-à-tout, journaliste et fondatrice de Thémavet. Moi, je suis Sophie Hulford, vétote multicasquette, et je me suis fixée comme objectif l'amélioration du quotidien des vétérinaires. Bienvenue sur la saison 2 du podcast qui donne la parole aux vétérinaires. Vous entendrez ici des consoeurs et des confrères, praticiens ou non, raconter leur parcours professionnel, avec leurs réussites, leurs joies, leurs difficultés et leurs échecs aussi parfois. En se confiant sur une tranche de leur existence et en interrogeant leur quotidien professionnel, ils nous démontrent qu'il y a 1000 façons d'être vétérinaire. Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes vraiment. Parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie, à l'animal, à la planète. Ici, pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous. Mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Grégory Santaner sur Veto Micro. Bonjour Grégory, bienvenue. Bonjour Marine. Alors Grégory, tu es sorti de l'école de Nantes en 99 et on peut dire que depuis, tu as fait beaucoup de choses. Chers auditeurs, chères auditrices, nous sommes face à un vrai vétérinaire multicasquette. Alors une fois ton CEAV de médecine interne en poche ainsi qu'un DU de marketing des produits de santé, tu te lances à la fois dans la pratique canine et dans le conseil dans le numérique en santé animale. En clinique, tu découvres le management et d'ailleurs tu deviendras manager de clinique en t'associant un peu plus tard avec 2 consoeurs. Tu as également des activités entrepreneuriales annexes. Dr Patoun, on avait eu la chance d'interviewer Marie Tanguy, que tu as vu ce matin, je crois. Dans ce podcast, c'est l'épisode numéro 14 que je recommande à nos auditeurs. Et d'ailleurs, Thémavet Job est partenaire de Dr Patoun pour la partie vidéo qu'on peut mettre sur ses pages entreprises. Et comme autre activité entrepreneuriale, Solam, une toute nouvelle initiative qui vient de sortir et dont tu nous parleras. On parlera aussi de ton engagement associatif d'hier et d'aujourd'hui sur des domaines très variés. La variété fait partie de toi, visiblement. Donc, Veto Entraide, Vetintech, Ergon. J'essaie de compter, mais je crois qu'en tout, ça fait 6 casquettes, 4 entreprises et 2 associations. Je mentais pas en introduction en parlant de multicasquettes. Bref, on va parler pratique, accompagnement à la fin de vie, rugby féminin, Igikai. Je ne sais absolument pas ce que ça veut dire, mais tu vas m'expliquer. Donc, un épisode multiple et riche en perspectives. On y va, Grégory ? Oui, c'est parti. Alors, la première question qu'on pose à tout le monde, tu la connais parce que tu écoutes Veto Micro, c'est pourquoi tu as voulu devenir vétérinaire ? Oui, alors là, en ça, je suis pas très original dans le sens où je pense comme une grande majorité de ceux qui sont passés derrière ce micro et ceux qui sont à soigner des animaux, tout simplement, voilà, il y avait des animaux là où j'étais. En nombre assez important puisque je vivais en milieu plutôt campagnard avec des chiens, des chats, des chevaux, des lapins, de toutes sortes, voilà. Et tout simplement, quand t'es arrivé l'âge vers 6-7 ans, je dirais, je situe ça, où ils ont commencé à parfois être malades, à parfois mourir, je voyais un espèce de dieu en blouse blanche venir de temps en temps à la maison où on amenait aussi les animaux et ça me fascinait. Et donc très vite et de manière unilatérale, sans qu'il y ait jamais eu d'autres possibilités, j'ai dit je veux être vétérinaire et donc c'était mon but unique. Voilà. Tu fais un parcours via la prépa ? Alors oui et non, en fait, je fais un parcours un peu compliqué parce que je me retrouve en fait à pas avoir le niveau. Donc quand j'envoie mes dossiers de prépa comme ça se faisait avant, il y avait pas Parcoursup à l'époque. Pas encore Parcoursup, ouais. Voilà, j'envoie aux 3 dernières de France en sachant assez pertinemment qu'elles vont toutes les 3 me dire non et c'est le cas. Donc j'ai la chance d'avoir des parents qui me permettent d'aller dans ce qu'on appelait la pré-prépa. Je sais pas si ça existe encore, mais une espèce de courte échelle pour ceux qui veulent tenter de faire en 2 ans ce que les autres faisaient en essayant d'accéder à la prépa. D'accord. Et là, ça se passe mieux parce que c'est plus dans mon élément. Il y a moins de maths parce que vraiment, c'est pas mon truc. Et puis, du coup, après, finalement, je me retrouve à passer de paria que personne ne veut à Marcelin Berthelot qui, je sais pas, je regarde plus du tout le classement des prépas aujourd'hui. Connu en tout cas, ouais. Mais qui était connu à l'époque pour plutôt être pour ceux qui se débrouillaient bien. Et puis, voilà, donc parcours, prépa classique de l'époque, même s'il a été un peu plus long que pour d'autres. Ok. Donc, tu arrives à l'école de Nantes. Et qu'est-ce que tu retiens de ces années de formation ? Ce que je retiens vraiment majoritairement, c'est
pas forcément le savoir académique. Alors j'ai appris comme tout le monde, mais à l'époque, je pense que ça a un petit peu changé. Pour discuter un peu avec des étudiants, on avait une assez grande liberté de temps et de mouvement pour ce qu'on pouvait faire en dehors des activités académiques, voire parfois pendant les activités académiques. Donc j'ai cofondé le journal de l'école qui paraissait toutes les semaines. J'ai joué au rugby beaucoup. J'ai découvert l'informatique, même créé un cours d'informatique ou de culture informatique à l'époque. Donc beaucoup de choses faites. J'étais représentant au conseil des élèves. Enfin, voilà, je retiens une plus. appétence pour vraiment tout ce qui va être vie associative, vie autour de l'école en fait. Ouais, faire des choses quoi. En tout cas, organiser. J'étais aussi, alors ça fera rigoler ceux qui savent que je ne mets jamais un pied sur une piste de danse, mais j'étais DJ en fait, pas mal. Donc je faisais aussi le ménage à 4h du mat. Enfin voilà, donc multitâche. Bon après un peu de savoir académique parce qu'il faut bien passer ses UV et voilà, mais c'est pas ce que je retiens le plus de l'école. Et puis les amitiés aussi. Je dirais que on verra le parcours après, mais aujourd'hui, je suis associé avec ma fille de clinique, une petite fille de clinique dans Vet Intech. Un des membres du bureau, c'est Raphaël Guateo, qui est mon fils de clinique. Donc, des relations solides à l'école. Oui. Ouais, et en même temps, alors si on peut donner une petite anecdote, ils m'en voudront pas trop. Un soir, un peu où on buvait pas forcément beaucoup souvent, mais on s'était fait un truc un peu drôle où on disait qui fera quoi plus tard en s'imaginant maître du monde. Et donc, Adeline était censée devenir présidente du Conseil de l'ordre. D'accord. On tapait pas petit, tant qu'à faire n'importe quoi. Encore, et elle est en course. Ce serait bien comme une femme. Tu vas voir, elle est en course. Et effectivement, ce serait super d'avoir une femme. Raphaël Guateo est enseignant et professeur à l'école vétérinaire de Nantes. Donc, qui sait, un jour, et lui, il devait devenir directeur de l'école de Nantes. Alors, moi, je suis celui qui a perdu le pari, c'est sûr, parce que moi, je devais devenir directeur de Nestlé Monde. Donc moi c'est sûr que je suis hors course, mais eux deux c'est pas perdu. Et à ce moment-là à l'école tu te destinais à quoi plus tard? Alors quand je veux devenir vétérinaire à 7 ans et assez rapidement, je veux être chirurgien orthopédiste vétérinaire. Ouais, donc c'est précis quand même. C'est très précis. Ouais. Et ensuite, quand j'arrive à l'école, je veux toujours être ça. Et ensuite, pendant l'école, je me dirige plus vers de la médecine interne. Alors, la seule chose qui n'a pas changé, où j'étais sûr, j'étais sûr, mais plus pour le mode de vie que pour les animaux, que je voulais m'occuper uniquement d'animaux de compagnie, parce que le mode de vie rural, on va dire, voilà, avec ces contraintes aussi qu'on connaît encore aujourd'hui et qui touchent la profession. Je savais déjà que ça allait être quelque chose qui allait être bloquant pour moi, donc ce qui d'ailleurs aboutissait aussi dans les savoirs académiques en école à être assez sélectif sur ce qui m'intéressait ou pas. Et voilà, il y a des cours que j'ai gardés longtemps, d'autres que j'ai pas gardé beaucoup. Voilà. Donc, oui, donc tu te destines à la pratique et tu prolonges ton cursus. Oui, je prolonge le cursus. Alors c'est des aléas. Hein. Je t'en parlais un petit peu en préparation. J'ai pas prévu grand chose de tout ce qui m'est arrivé. C'est des aléas, l'attrait pour la médecine interne, l'envie peut-être d'approfondir un peu. Alors à l'époque, on n'avait pas d'internat, mais on pouvait devenir assistant du service de médecine. Il y a aussi le fait que c'était fait avec il n'y avait pas d'internat. Je pense que c'est arrivé après, en fait. Okay. Et donc il y avait la possibilité de faire. Je pense pas que ça ressemble non plus à l'internat, ce qu'on a fait en assistanat de médecine, parce que on encadrait aussi un peu, on en profitait pour passer le CEAV de médecine interne sur ces 2 années-là. Directement en fait. C'était dans ce cadre-là, donc c'était un petit peu aussi un échange de bons procédés. On avait le droit d'accéder au CEAV sans le payer en fait, et en échange, on faisait petite main du service. Moi, je faisais des TP d'ophtalmo, des choses comme ça. Donc c'était aussi l'occasion de faire ça avec un de mes meilleurs amis. Guillaume Jacquemin, dit Boulet pour ceux qui étaient là à l'époque, qui a été aussi témoin de mariage. On s'est revu au rugby à Cardiff. Il y a quand on parlait des relations qui se tissent, alors qui n'existent pas forcément de manière dure toute la vie, mais qui ils sont là, et à la limite quand on se retrouve, c'est comme si on s'était pas quitté. Ouais, c'est la définition de l'amitié, je crois. C'est ça.
Et alors, finalement, tu sors de l'école et là, tu te destines à quoi? Comment tu vis ton entrée dans la vie active? Comment tu fais tes recherches? Qu'est-ce qui se passe? Alors, à l'époque, il n'y avait pas de job board, je crois. Donc, Job n'existait pas. Non, voilà, pas encore. Et donc, c'est simple et c'était vraiment un autre marché du travail. On prenait la dépêche la semaine. Il y avait 3 lignes de texte avec un numéro de département et une adresse. Et je pense que j'ai dû faire 25-30 remplacements en 3 ans, en fait. Parce que j'étais assistant médecine, mais après, j'ai prolongé un peu pour traîner à l'école et puis parce que j'attendais la personne avec qui j'ai vécu après. J'ai été assistant en vaccination aussi, enfin en consultation de médecine préventive, comme on dit, avec tous les mots qu'il faut. Et donc, sauf que ça prenait du temps, mais pas tout le temps. Et puis, il y avait toutes les périodes de vacances où il y avait de la place pour des remplacements. Donc, au final, j'ai fait un peu mon tour de France avec des conditions diverses et variées, plutôt des établissements de taille moyenne à petite, en fait, pas des gros trucs type CHV ou centre de référé. Et c'était super intéressant parce que la diversité des pratiques permet de se dire ça j'aime bien, ça j'aime moins. Je me souviens. Et là pour le coup, c'est pas que j'avais pas aimé, mais c'était vraiment très atypique. Un veto, je logeais dans une des salles de consul, donc je dépliais mon matelas en fait le soir et j'avais pour me laver en fait c'était soit la baignoire de soins pour les animaux en mode douche, soit des tickets pour la piscine à côté. Alors ça paraît lunaire dit comme ça et je pense que dans le marché du travail, mais en fait moi j'avais trouvé ça exotique. Bien sûr je proposerais jamais ça à mes salariés, mais voilà, il y avait des endroits comme ça, un peu comme ça, d'autres endroits où le gars, le confrère filait les clés alors qu'on arrivait et puis c'était yalla quoi, en fait, qui ferait sauter au plafond ou tomber dans les pommes les jeunes. Quand je vois l'onboarding qu'on fait aujourd'hui chez Anne Kuhn, il y a un monde et pour autant ça m'a bien été en fait. Voilà, j'ai pas du tout souffert de ça. Et ces remplacements, c'est un choix de ta part de multiplier les expériences ou c'est parce que tu ne trouves pas de CDI parce que le marché de l'emploi n'était pas le même à l'époque? Ouais, alors c'est un choix qui est plus lié au fait que je suis posé à l'école, j'ai quelque chose de fixe, je suis près de Nantes parce que donc j'étais en couple à l'époque avec celle qui va devenir ma femme et donc j'ai pas volonté de partir et elle est encore en scolarité en fait, donc j'attends. Par contre, dans toutes les périodes, dès qu'il y a du temps disponible, tu l'utilises. Je l'utilise pour aller faire de la pratique diverses, variées, une semaine par-ci, 15 jours par-là, 3 semaines ici, 3 semaines là, d'où le fait d'avoir fait, j'ai jamais recompté, faudrait que je reprenne mes bulletins, j'aurais besoin de le faire pour ma retraite qui viendra bien un jour, mais je pense 25-30 endroits différents, par-ci par-là. Ouais, c'est énorme, énorme. Mais moi j'ai bien aimé en tout cas, voilà, c'était pas une contrainte qui était terrible quoi. Et en introduction, j'ai dit que tu avais aussi eu un DU de marketing. Et ça, tu l'as passé à quel moment et dans quel objectif? Oui, je l'ai passé la même année que le CEAV de médecine interne. Donc, on était assistant en médecine, donc il y avait du boulot, on préparait le CEAV, mais il y avait quand même de la place et en fait peut-être de la génétique paternelle puisque mon père était conseiller en gestion de patrimoine, donc voilà, il y a le côté économique, ce genre de choses là, mais j'ai assez vite ce monde-là m'intéressait en fait, le monde du marketing, du commerce. On avait la chance qu'à Nantes, à l'IAE, et c'est toujours le cas d'ailleurs, il y avait Fabrice Clairefeuille qui était un des vétos célèbres en management de la profession, mais il ne m'en voudra pas d'il y a 20 ans, même s'il est encore actif en produisant des étudiants qui ont des doubles diplômes, qui faisaient... Alors, j'avais pas la place temporelle pour faire alors à l'époque on disait DESS, maintenant on dit probablement master, je pense, ou quelque chose comme ça en marketing des produits de santé, mais par contre un DU, 160 heures, ça fait une petite introduction. Ce que je dirais, c'est que j'avais pas d'objectif précis, mais encore une fois, comme souvent, il n'y a pas vraiment d'objectif prévu, mais j'arrive quand même à des endroits qui sont intéressants. Mais ce que ça m'a apporté, c'est assez vite, quand je suis rentré dans le monde du travail et que j'ai été en contact avec les partenaires des laboratoires, des choses comme ça, je comprenais ce qu'ils me disaient, peut-être avec une acuité un peu différente des vétérinaires qui n'ont pas ce type de formation, parce que j'avais au moins les codes de langage, juste ça, bien sûr, mais ça fait langage. Beaucoup. Moi, je me souviens quand j'ai arrêté la pratique, j'ai eu une petite année où c'était compliqué, éléments de langage. Ouais, éléments de langage, et puis aussi une forme de lucidité sur l'écosystème économique dans lequel on est inclus, et voilà. Et quand on connaît un peu plus les règles du jeu, c'est peut-être plus facile de jouer. Voilà.
Ok. Je sais aussi qu'à cette période-là, alors je m'en mêle peut-être sur 1 ou 2 ans parce que tu as vraiment fait beaucoup de choses. Tu as fondé une boîte pour créer des sites internet pour les vétérinaires. C'est ça. Donc, je sais pas, c'était un peu avant, non, probablement un peu après. Non, pile en sortant et c'est pendant en fait. Oui, c'est les tout 2 en années même temps, d'assistanat de médecine en fait. C'est pour ça que j'ai eu du mal à trier. Voilà, les 2 années d'assistanat de médecine, encore une fois, voilà, il y a le temps scolaire où on est relativement occupé et encore souvent plutôt le matin quand il y a les cliniques, un peu moins. Alors, c'était l'organisation de l'époque. Donc ce qui fait qu'il y a quand même du temps. À l'époque, je suis déjà intéressé depuis de longues dates par les choses du domaine numérique, on va dire. J'ai la chance d'avoir eu des parents qui m'ont pas découragé à ça. J'ai eu les premiers ordis, j'ai codé jeune, voilà. Et donc, ça fait 2-3 ans au moins, je pense que j'ai dû commencer en 95 à faire des sites internet, mais comme ça, quoi, en fait, voilà, pour l'association de mes parents, pour moi, pour le fun. Et donc, me vient l'idée que ce serait bien que les vétérinaires soient présents en ligne. Bon, 99, ça fait un peu tôt et c'est ce que je t'ai dit en préparant un peu, c'est voilà, c'est un bon apprentissage de quand on n'est pas au bon moment dans le marché. Mes petits amis que je connais tous ou presque qui proposent des sites internet encore aujourd'hui au veto et qui n'ont pas un marché complètement ouvert comprennent d'autant plus. Voilà, quand on est beaucoup trop tôt sur un truc, bah ça ne marche pas. Donc et en fait j'ai eu un peu la trouille parce que l'entreprise était montée. Le service était proposé. J'allais même avoir les 3 premiers clients et en fait j'ai fait un refus d'obstacle et j'ai eu peur. Là, on est en 99, ouais. Du coup, ouais. Donc effectivement, le time to market est pas idéal. Pas bon du tout. Et pas bon du tout. Non. Ouais. Et avant-gardiste en fait. Hein. Oui. Mais c'est vrai que c'est un élément qui est hyper important. Ouais. Ouais, et après, faut que le marché soit prêt. En fait. C'est ça. Si le marché est pas mature, on a beau avoir, et on le voit encore aujourd'hui avec d'autres solutions beaucoup plus évoluées que les sites internet, où bah c'est super. La télémédecine, voilà. Typiquement, il y en a qui se sont cassés les dents sur la télémédecine parce que le marché est pas prêt et que la réglementation non plus n'est pas prête. Et alors là. Par contre, ce que ça m'a apporté, c'est d'abord monter une boîte, voilà, en sortant de un apprentissage de tout l'administratif. Tu connais ce genre d'histoire aussi, et ce qui fait que les erreurs que tu fais la première fois, t'as moins tendance à les refaire après. Il y a également tout l'apprentissage de la réglementation. À l'époque, il y avait un trésorier du CNO qui s'appelait Gérard Faure, qui n'est plus du tout dans ces instances-là. Et l'ordre avait une mainmise et une forme d'expression sur la communication des vétérinaires qui était beaucoup plus présente qu'aujourd'hui, où voilà, il y a certaines choses qui sont libérées, actées, et puis voilà. Et donc, du coup, beaucoup d'échanges à l'époque où j'allais demander qu'est-ce qu'on a le droit de faire, en fait. Et là encore, c'est une des choses peut-être qui caractérise, c'est je m'arrête peu souvent à ce qu'on me dit, en fait. C'est-à-dire que je vais aussi chercher par moi-même. C'est pas parce que quelqu'un me dit ça t'as le droit ou ça t'as pas le droit. J'aime bien vérifier, en fait. Voilà. Donc, et donc c'était assez intéressant parce que ça a permis de développer une forme d'esprit critique et quelque part les premières missions de ce qui allait devenir Veto Network après viennent de ça, en fait. C'est-à-dire cet échec de ProMedWeb qui fait que malgré tout j'ai une bonne connaissance de l'écosystème numérique, Veto, avec des études de marché, avec des choses et même des premières enquêtes. Première enquête sur l'appétence des clients pour les sites internet pour les vétos, c'est dans les couloirs de l'école Veto à Nantes où je fais remplir 150 questionnaires papier pour savoir est-ce que les gens, s'il y avait un site internet chez leur véto, ils iraient. J'ai encore les papiers dans ma cave, dans un carton, et c'était en 99, quoi, tu vois. Donc ça fait très ancien combattant de dire ça, mais c'est marrant quand j'ai refait des enquêtes en 2018-2022, c'est très marrant de voir comment ça a pu évoluer et surtout que voilà, c'est un peu mon obsession d'être sur ce genre de choses, quoi. Ouais, c'est super intéressant, mais je pense que c'est un bon conseil que tu donnes là, de pas forcément de vérifier par soi-même et de pas forcément prendre pour argent comptant, ou même sur les projets entrepreneuriaux quand les gens te disent non mais ça j'y crois pas, ça faut pas se décourager, il faut toujours aller plus loin. Ouais. Et ça veut pas dire que pour autant c'est de la défiance ou de la méfiance, c'est pas négatif en fait de prendre, faut bien écouter, il y a plein de gens qui ont des choses à donner. Bien sûr, il y a plein de gens qui ont des super conseils. Et en même temps de se dire OK, bon la personne m'a dit ça, elle est bien placée normalement pour savoir les choses, mais on va quand même aller vérifier si c'est pas juste une interprétation ou plein de choses, et donc multiplier les sources d'informations, on va dire ça comme ça, quoi. Alors tu finis quand même par poser tes valises au Havre. Oui. Alors comment se fait la transition et qu'est-ce que tu faisais au Havre ? En fait, j'arrive au Havre
grâce ou à cause, non plutôt grâce au rugby en fait, qui est très important dans ma vie et qui est arrivé à plusieurs moments et qui a créé des choses. Et en fait, je suis à Nantes, j'ai prévu d'y rester. Enfin celle qui va devenir ma femme va sortir de l'école bientôt, donc je suis en stand-by, il n'y a pas de projet prévu. Et puis le 14 juillet 2003, il y a un barbecue chez un pote de rugby où sont revenus les gens voilà qui n'étaient plus à l'école depuis 1 ou 2 ans, dont celui qui va devenir un de mes associés au Havre qui dit ah bah tiens on a un poste en fait peut-être ouais, il savait que j'avais fait de la médecine interne, ça pouvait coller, mais juste un poste en fait, pas deux, donc ce qui peut être problématique puisque on cherchait 2 postes et je lui dis bah vous cherchez pas un peu plus parce que moi j'ai pas envie de faire temps plein, je veux faire un tout petit peu moins qu'un temps plein. Je me souviens, je crois que j'avais 32 heures mon premier Parce que contrat. j'ai beaucoup de projets à côté. Parce que j'ai d'autres choses que j'aime bien faire et je veux leur donner un peu de place, etc. Et puis et de la même façon ma compagne de l'époque, elle ne veut pas non plus forcément faire un temps plein, elle vient de sortir de l'école, enfin voilà, elle veut prendre ses marques doucement. Donc on arrive finalement à dealer un truc où ils nous prennent tous les deux. Voilà, donc on arrive sur place, c'est une grosse machine, on va dire. Ça s'appelle Santoria maintenant. À l'époque, ça s'appelait la Lézarde. Donc, à l'époque, ça arrive au moment où la plus grosse clinique où ils étaient déjà 3-4 vétos et puis 6-7 ASV rachètent 2 autres structures qui sont dans le coin. Et donc c'est à cette occasion-là nous qu'on arrive et au final Santoria, moi quand j'en pars en 2017, il y a 8 vétos, 15 ASV, 4 structures, enfin c'est un gros navire quoi en fait, voilà. Donc là-bas salarié, j'apprends beaucoup, il y a des confrères puisque à l'époque il y avait que des confrères, donc ça aussi ça change pas mal quand tu vois mon équipe de maintenant, qui m'apprennent beaucoup, hein. J'ai eu beau faire 30 remplats sur la pratique, je dirais que j'ai des choses que forcément j'apprends techniquement, mais j'ai vu des choses. En même temps, j'ai la chance d'être dans un endroit où petit à petit on me laisse apporter des choses aussi. Donc ça, voilà, ce qui aboutit finalement un peu naturellement à l'association 3 ans plus tard de mémoire. Et puis voilà, ça se fait. Mais en parallèle de ça, ce qui compte, c'est que ma fameuse action, et c'est peut-être ça qui a changé ma vie, en tout cas, d'arriver en disant non mais moi, je vais pas faire que de la pratique, j'ai d'autres trucs. Je veux me laisser de la place pour d'autres trucs, en fait. Même si à l'époque, c'était extrêmement embryonnaire. C'est ce que j'allais dire, parce que maintenant, c'est quelque chose que les gens ont pas de mal à dire, ou de moins en moins de mal. Mais à l'époque, ça devait pas être forcément si mainstream, quoi. Non, c'est ça. Ça, je pense que ça a pu se faire parce que c'était un ami et qu'il a écouté, alors que peut-être un veto qui m'aurait pas connu, il est bizarre. Lui, voilà, nous, c'est 35 heures et bien point. Sûr. Et voilà, tu viens les faire. Et si tu veux pas, c'est pas ça qu'on cherche. Et donc il y a ça et moi en fait la place laissée c'est en 2003, c'est la même année que pour la première fois je fais une mission ayant trait au numérique. C'est un laboratoire en fait qui propose en termes de services des sites internet, on est toujours sur la même thématique, pour les vétérinaires dans le cadre d'offres de services, et qui veut on a fait 6 cyber-soirées dans des cyber-cafés en fait un peu partout en France, avec une quinzaine de vétos qui venaient voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour un site internet avec les règles de l'époque. Donc 2003. Très 2003 le cybercafé. Hein. C'est ça. Oui, alors désolé, oui, cybercafé pour ceux qui nous écoutent et qui sont nés peut-être même après 2003, parce que ça peut être possible. C'est des endroits en fait où il y avait des ordinateurs connectés à Internet. Voilà. Donc et il y en avait 10, 15, 20 et on pouvait travailler. Ça s'apparenterait à une espèce de coworking de maintenant, mais avec des ordinateurs dedans. Il y a un peu de ça. Et donc, je fais ces 6 cyber-soirées et je me souviens très bien que je me retrouve un peu bête devant ma feuille d'impôt de l'année d'après en disant où est-ce que je mets ça. Fatalement, je demande à mon papa puisque c'est son métier. Et il me dit un truc qui est fou en fait. Il est plus là depuis 10 ans maintenant, mais il me dit ouais, c'est super ça. Tu vas voir un jour, ce sera ton métier et c'est ça qui va te faire gagner ta vie. Bon, moi, je le regarde, je fais, il connaît rien du tout au numérique, mais ça ne sort de nulle part. C'est juste, voilà, je suis son fils, il est content, etc. Et en fait, c'est
incroyable en fait, on va dire 20 ans plus tard, de se rendre compte à quel point il a carrément eu raison. Et donc il y a eu cette première mission, et c'est pour ça aussi que, comme ça s'est passé courant 2003 et que c'est été 2003, où j'avais dit laissez-moi un peu la place. Il y a eu un premier truc, peut-être qu'il y en aura d'autres, et puis petit à petit effectivement il y en a eu d'autres, et ce qui fait que je pense qu'à partir de 2010 je suis associé, je suis toujours pas à temps plein en fait, hein. J'ai toujours en gros j'ai 4 jours où je travaille, et j'ai un jour de repos dans la semaine, qui est un jour qui peut être rempli par d'autres choses. Bon, il se trouve que je ne suis pas forcément quelqu'un qui dort beaucoup et qui est assez actif, ce qui fait qu'au final, je pense qu'à partir de 2010-2012, j'ai 2 boulots, quoi. Ouais. En vrai, donc le côté 32 heures qui pourrait faire passer pour quelqu'un de dilettante et pas la réalité. Et pas la réalité, fait. Ouais, bien sûr. Mais voilà, donc c'est bien parce que c'est stimulant. C'est assez, en plus, à se nourrir un peu l'un l'autre, et c'est toujours un peu le cas maintenant, même si ça a un peu changé de posture, mais tout ce que je peux essayer de réfléchir ou imaginer dans le domaine du numérique est aussi ancré dans une forme de réalité, parce que imaginer des solutions complètement déconnectées du réel, c'est compliqué. Enfin, c'est pas possible pour moi, parce que le réel, je suis dedans. Et je pense qu'il y a aussi ça qui fait qu'il y a créé une forme de crédibilité auprès de ceux qui m'écoutent de temps en temps ou qui viennent à des formations, des choses comme ça, parce qu'ils je leur dis je suis comme vous, quoi, en fait, pas exactement précisément, puisque là c'est moi qui suis sur l'estrade, mais en vrai dans 2 jours je vais me retrouver devant Madame Michu, ou à gérer mon collègue qui est devant Madame Michu. Donc ça c'est bien nourri au final. Mais c'est quelque chose que j'entends très souvent sur les personnes, et il y en a beaucoup parmi les vétérinaires qui ont plusieurs activités, ou que j'ai vécu moi-même, puisque j'ai souvent cumulé 2 à 3 activités. C'est qu'en fait, même quand on a l'impression d'être sur des secteurs qui sont plus ou moins différents, une activité en nourrit une autre, parfois par des biais qu'on n'avait pas du tout vus au départ. Je voudrais juste revenir sur cette partie canine au Havre, puisque quand on a préparé cette interview, tu m'as parlé des apprentissages à ce moment-là que tu fais en management. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui. Donc le management, j'aimais déjà ça avant. J'étais déjà, quand j'arrive en 2003, je suis déjà engagé auprès du groupe d'études et de recherche en management de la VAC, en fait le GERM, où j'ai commencé à rencontrer des confrères qui s'intéressent à ce domaine-là. Je pense que j'ai aussi identifié déjà à l'école un manque. En fait, c'est-à-dire, je me dis, il y a des trucs que j'aurais bien aimé savoir. J'ai eu aussi, en faisant ces 25-30 cliniques en sortant, là, entre 2000 et 2003, la rencontre de confrères qui ont été assez sympas pour partager un peu de ces parties-là, c'est-à-dire en mettant, je me souviens en particulier d'un confrère à Tours, là, qui m'a d'ailleurs recontacté plus tard en disant, tu voudrais pas venir parce qu'on s'était bien entendu, qui m'a montré, qu'est-ce que c'est qu'un bilan comptable, comme les taux de marge, les négo avec les fournisseurs, donc toute cette partie qu'on aborde peu ou pas à l'école, et où du coup, moi, souvent, de manière générale, j'aime bien creuser les sujets que les autres creusent pas ou qu'on n'a pas d'emblée, quoi, en fait, pour aller me faire mon idée. Et donc là, voilà, le management, un intérêt personnel, alors un peu de génétique aussi, hein, comme j'ai déjà dit, où voilà, c'était des choses dont on pouvait parler à la maison assez facilement. Et donc un peu de collecte d'informations personnelles, un peu d'associatif avec la VAC et le GERM. Et puis donc quand j'arrive chez Centauria, je sais quelques trucs. Alors il y a plein de trucs que je ne sais pas, donc j'en apprends quelques-unes au contact des confrères plus expérimentés avec qui je m'étais associé. Et puis petit à petit, voilà, je récupère des dossiers, les relations avec les fournisseurs, la structuration des emplois du temps, en tout cas pour les ASV. Enfin voilà, j'apprends, quoi, en fait, hein. Alors, un peu en marchant, du coup en allant demander des conseils à droite à gauche, en lisant de la théorie aussi, tout ce qui peut exister. Bon, un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire, voilà, on va te dire fait comme ça, mais est-ce que quelqu'un n'a pas trouvé de meilleure idée ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de problématiques d'efficience. Et puis je prends avec un petit peu de frustration malgré tout, de ne pas avoir assez de temps, en fait, la plupart du temps, ou que ce temps-là ne soit pas assez valorisé, on va dire. Je me souviens très bien, 2007, on est en Camargue avec un célèbre fournisseur d'aliments qui est basé là-bas et qui nous a invités à une journée sur les RH. Et à la fin de la journée, le consultant nous dit une mesure pour faire en sorte de pouvoir mieux gérer votre entreprise vétérinaire. Et moi, j'avais écrit
10% de notre temps de pratique dédié à pas la pratique, en fait, à organiser la pratique. Et ça paraît aujourd'hui, ça paraît une évidence. Oui. Mais effectivement, ça ne l'était pas du tout. Et il y a encore beaucoup de chemin à faire là-dessus. Mais on a avancé. Oui, on a avancé. On a avancé. Je pense qu'il y a une prise de conscience et avec parfois encore un deuxième saut à faire qui est la mise en œuvre. C'est-à-dire, et je suis conscient du côté provocateur que je peux avoir en disant ça aujourd'hui dans toutes les équipes s'ils sont sous-staffés pour produire des soins vétérinaires, de dire bah non, là tu dois vraiment te retirer 2 heures pour aller mieux organiser. C'est très chronophage. C'est chronophage et en même temps, quand on arrive à mettre la bonne quantité, ça apporte tellement d'efficience sur l'autre temps que ça se fait. Mais puis on optimise. Là, on est au moment où on enregistre, on est début avril. Il y a tous les bilans annuels, les entretiens annuels, entretiens professionnels. Et dès lors qu'on va avoir un petit peu de monde dans la clinique, qu'il faut en faire passer 10 ou 15, rien que ça, c'est un temps considérable, quoi. Je sais pas si on en reparlera après de le statut que j'ai maintenant, où là, j'ai clairement, mon temps est uniquement dédié à ça maintenant dans les 2 établissements. On en reparlera plus tard, je pense. Mais du coup, on peut se remettre à l'endroit où on en était tout à l'heure, c'est-à-dire au moment où tu me disais, en fait, je me retrouve avec 2 temps pleins. Est-ce qu'à un moment, tu te dis, voilà, il est temps de faire un choix parce que ça rentre plus? Et si oui, est-ce que tu fais un choix? Est-ce que tu continues à gérer les 2? Alors, en fait, en vrai, j'ai plus que 2 temps pleins parce que on n'en a pas parlé parce que c'est les autres activités. Alors, il y a l'associatif qui joue aussi, où voilà, jusque 2000 ans, je suis impliqué dans le GERM, ça prend quand même du temps. Je suis entraîneur de rugby féminin entre 2006 et 2014 avec des progressions de l'équipe qui font que je pense que à partir de 2010 c'est un mi-temps quoi en fait même peut-être plus que ça à certains moments parce que 3 entraînements par semaine les déplacements le week-end et avec un rôle d'ailleurs de management parce qu'au début j'étais entraîneur parce que j'avais le niveau pour mais quand on a monté de niveau j'ai recruté des entraîneurs et moi je suis passé plutôt tu vois en directeur sportif etc et puis tout le côté budgétaire d'aller chercher des sponsors donc ça m'apprend beaucoup, mais ça prend du temps. Donc, effectivement, je me retrouve avec trop de choses à faire, non pas assez de temps. Et donc, j'intercale quand même une question à ce moment-là. Comment tu fais à ce moment-là pour pas être dans le rouge, pour pas te mettre dans le rouge, pour pas faire de burn-out? Est-ce que ça te vient à l'idée ou je pense que j'ai des capacités de résistance qui sont pas classiques, on va dire, dans ce domaine-là. Mais pas on est très individuel là-dessus, il faut se connaître. Voilà. Alors, je pense qu'à aucun moment, en fait, je me suis retrouvé, et encore pas maintenant, en situation à dire c'est moi qui vais craquer. En fait, par contre, je me suis déjà retrouvé en situation et voilà, la personne avec qui j'ai vécu aux Andes, je ne suis plus avec et clairement, c'est plus les autres autour qui peuvent craquer. Oui, d'accord. Mais tu n'as jamais eu de signe de surmenage? Non, non, vraiment pas. Et je peux dormir 5-6 heures par nuit, je peux travailler 14 heures par jour. À partir du moment où je fais des choses qui m'intéressent, je suis relativement endurant et peu épuisable. Oui, bon, on a tous et ça me va bien, un seuil. Moi, si je dors 5 heures, je suis exécrable. Je ne pourrais pas faire cette interview, par exemple. C'est très, très individuel et ça peut surprendre autour en disant mais comment tu fais? Je ne prends pas de drogue. Comme ça, voilà. Je n'ai pas choisi et ça a toujours été comme ça. Quand j'avais 6-7 ans, mes parents me confisquaient les lampes de poche parce qu'à 23h, je lisais encore des BD, quoi. Je ne suis pas responsable et en fait après j'ai juste appris à dompter ça et avec quand même des limites. Ça donne l'impression de pouvoir tout faire, mais voilà, il y a des moments où je dis bon, là faut. Ce que je fais maintenant, c'est peut-être plus conscient et moins dans la rupture. Je sais que chaque année je me dis est-ce que je garde quoi? En fait, est-ce que je garde tout? Est-ce que si je rajoute des choses, ça passe ou ça passe pas? Là, tu vois. Oui, tu te fais des petits updates réguliers de te demander 2-3 fois par an. Ce que tu continues à faire, ce que tu gardes. Ouais, avec ce que je peux apporter, là où je prends plaisir. C'est assez égoïste quand même, parce que c'est ça aussi qui donne l'énergie. Et là, par exemple, si on veut prendre un exemple concret, et je les salue, mes petits amis du Griffe, j'ai été cofondateur du Griffe, tu vois. Je suis resté 3 ans, j'ai apporté ce que j'avais apporté au bout de 3 ans. Au bout de 3 ans, je leur ai dit, c'était tous des exclusifs félins, je leur ai dit, j'adore les chats.
Mais c'est pas suffisant. Je vous ai apporté ce que je pouvais apporter. Je transmets ce que j'ai à transmettre et puis continuer. Ça va bien se passer. Il y a pas. Moi, je suis vraiment pas du tout attaché au poste, aux choses comme ça. Je me vois plus comme des étages de fusée. Si la fusée va plus haut sans moi, ça me va très très bien. Voilà. Donc pareil au Germe, tu vois, 9 ans et je suis parti. Vetonet, c'est pareil aussi. Enfin voilà, tu vois, à chaque fois c'est. Ouais, je vois bien. Il y a quelques éléments où je reste long shot, mais sinon c'est pas une fin en soi. Ouais, fait, je vois ce que tu veux dire. Du coup, on revient sur ma question où je t'ai interrompu sur le burn-out. Mais est-ce que tu fais un choix? Finalement, tu me dis que tu cumules 2 activités, qu'en plus, il y a cet associatif en périphérie et le rugby en périphérie. Est-ce que tu finis par faire un choix ou est-ce que tu continues à gérer tout ça? Dans un premier temps, il y a pas vraiment de choix. D'abord parce que moi, ça va, on va dire, et que je prends plaisir. En fait, c'est stimulant. Alors, ça demande une bonne gymnastique et une bonne gestion des emplois du temps. Je pense qu'après, ce qui crée le choix, c'est c'est plusieurs choses. C'est plurifactoriel. C'est une forme de routine dans la pratique médicale. Voilà, je j'ai pas développé de spécialité. Je suis praticien généraliste. J'aime bien ça, mais au bout d'un moment, ça fait 20 ans que je fais de la médecine préventive, des opérations de convenance, donc ça va, mais il y a des choses plus excitantes, on va dire plus stimulantes, en particulier tout ce qui se passe dans le domaine du numérique, où là, par contre, ça s'étend et quelque part, mon temps de pratique, parce qu'il est ce qu'il est, 4 jours par semaine pour simplifier, on va dire, je ne peux pas non plus, voilà, j'ai dit que j'ai de l'endurance, mais je peux pas faire des confs la nuit ou donc ça veut dire que assez vite, à partir je dirais de 2012-2013, mon jour de repos il est rempli par des confs à droite à gauche avec des trains tôt le matin, des choses comme ça, des missions faites le week-end ou des choses comme ça, donc ça sert un peu quand même si ça passe, ça déborde sur la vie privée aussi, donc c'est là où ça peut être la limite. Et je dirais que voilà, ça se dessine tout doucement dans le sens où une action dans la vie privée, c'est-à-dire séparation, fait que bon, t'es à croiser des chemins. Voilà, je suis fin 2016. T'as à peu près quel âge pour qu'on situe? Fin 2016, c'est pas compliqué, j'ai 43 ans. Voilà, donc j'ai 43 ans. Quelque part, voilà, moi j'aime bien essayer de voir les choses positives, même si sur le moment c'était pas le cas, mais une fois qu'on est tout seul, comme j'ai dit à mon chat à l'époque, j'ai dit bon, je sais pas trop ce qui va se passer, tu vas peut-être manger des friskies si ça marche pas, mais voilà, il y a des libertés que là en plus j'étais en couple et sans enfant, ce qui est déjà, il y a déjà quand même de la liberté, hein, mais quand on est tout seul, on peut vraiment faire ce qu'on veut, y compris se planter, mais on peut faire ce qu'on veut. Et puis je vais pas rentrer dans le schéma de la crise de la quarantaine, mais en fait c'est quand même une période assez charnière où il y a finalement pas mal de gens, et c'est pas du tout que les vétérinaires, qui vont se lancer dans autre chose et se remettre des challenges un petit peu sur cette tranche d'âge. Oui, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est lié aussi, mon père est décédé depuis peu, il est mort pas très âgé, on va dire, donc on se dit ok, mais moi en fait s'il y a vraiment des trucs que je veux faire, le temps se raccourcit. C'est le temps des prises de conscience, voilà, tout à fait. Et le temps, voilà, alors c'est très tarte à la crème, on lit ça dans les bouquins, mais à 40 ans en gros on passe la moitié quoi en fait. Donc j'étais pas trop mécontent de ce qui s'était passé sur la première moitié, mais je pense que la deuxième moitié je m'étais dit bon, on va tenter des trucs et on verra. Et donc c'est là où les amitiés de l'école on reboucle entre guillemets, puisque je me souviens très bien, c'était période de Noël, j'étais pas en très grande forme personnelle, même si je continue à assurer le boulot, et je discute avec donc ma fille de clinique, Adeline Sidbon, et qui me dit, qui essaye un peu de me remonter le moral, et puis qui me dit en forme de blague, oui mais tu sais, Hortense Guenier, donc qui est sa fille de clinique à elle, donc ma petite fille de clinique, qui venait de s'installer en Bretagne à 10 km de chez elle, et elles envisageaient un jour de pouvoir travailler ensemble pour simplifier. Et donc qui me dit oui, en plus regarde, on va travailler ensemble avec Hortense, et puis toi tu viens, tu fais manager. Ça sort comme ça, mais je fais n'importe quoi, et puis bon, on en reste là. En février 2017, je vais une semaine là-bas pour m'oxygéner, on va dire ça comme ça. Et je passe dans chacune des 2 cliniques, je mets une après-midi devant les ordis, je regarde des chiffres parce que c'est ce que j'aime bien faire et ce à quoi je suis pas trop mauvais. Et du coup, j'arrive à leur trouver des sources de profit, on va dire. C'était tout bête, hein, à l'époque, on est 2017, je leur fais juste
une simu, si elle passe dans un GIE, bah voilà, il y aura des sous en plus. Et en partant, je dis, de toute façon, prenez-le, c'est pour vous. Payez-vous une ASV en plus, payez-vous plus, enfin faites ce que vous voulez avec ce surplus de valeur financière. Et puis si un jour vous devez recruter un manager, moi j'avais quand même un scrupule. J'ai des amis qui me disent viens, tu fais que manager. C'est un modèle qui est pas très exploré en veto, de dire on va prendre quelqu'un qui coûte des sous et dont le boulot principal va être de les dépenser sans en produire. C'est quand même un peu joueur, quoi. Donc je leur dis, si un jour vous venez, en fait, je regarde même pas, je sais même pas combien coûte un manager veto. Je leur dis, vous me donnez la survaleur que j'ai trouvée et ça me va. Et ça me va. Parce que j'ai la chance d'avoir d'autres choses à côté, en fait. Et donc ça se tente. Et donc on en est là, on est en février 2017 et en mars 2017, plusieurs réseaux de cliniques viennent voir Centauria. On est dans les premiers en fait à avoir fait partie des rachats. Et puis nous font des propositions qui finalement séduisent les différents associés, chacun pour différentes raisons. Et moi en fait, il y a une espèce d'alignement de planète un peu fou qui fait que au moment où j'ai moins de raisons personnelles de rester waouh, il y a quelqu'un qui me dit mais tu pourrais être que manager, quoi, en fait, alors que c'est ce qui me manquait dans l'autre partie. Et tu pourrais garder le reste, parce qu'il n'y aurait pas de problème, il n'y a pas besoin d'être manager 5 jours sur 7. Et il y a quelqu'un qui dit, je vous rachète vos parts de clinique plutôt à un prix intéressant. Alors, moins intéressant que ces 2 dernières années, mais intéressant quand même. Et qui fait que, ticket de sortie. Alors après, ça implique des changements de vie assez consistants, hein, déménagement, arriver dans une ville où je connais personne, Lorient, à part mes futurs associés. Je me souviens très bien le jour, j'ai fait ma dernière consulte le 19 décembre 2017 à 18h30. T'as une mémoire des dates qui est Non, mais il y a des trucs marquants dans une vie, en fait. Et en fait, avec une consultation vaccinale, je savais qu'après, je fermais la porte et je pense pas que je reconsulterai un jour. On sait jamais, mais je crois pas que ça réarrivera. Et je me souviens, je fais la consulte et quand ça se termine, c'était une dame avec un chien, gentil en plus, donc c'est bien de finir bien, tu vois. Et je lui fait remise à 100% de tout, en fait. Donc, c'est-à-dire 0. Elle me regarde comme ça, un peu interloquée. Je fais, vous étiez la dernière cliente peut-être de ma vie. Donc, je lui explique un peu. Elle fait, ah bon, merci. Donc, à mon avis, elle a dû raconter ça en rentrant. Je sais même pas si... Et c'est marrant, je me souviens de ma dernière consulte et de ma dernière cliente. Je pensais quelque chose de marquant. Oui, on sait... En plus, si on reboucle le début, moi, ça fait depuis mes 7 ans que je suis sûr que je veux faire ça. Et là, il y a un mouvement différent. Donc du coup, changement de vie, déménagement. Et puis je me souviens aussi d'une autre chose, c'est que j'avais déjà à l'époque un agenda Google Agenda électronique et mon planning était assez fixe en veto. Et pour ceux qui utilisent ces outils-là, il y a une fonction qui est répétée toutes les semaines, ce qui donne une sorte de... Si je regardais mon planning en 2045, j'avais le même. Et là, j'ai décoché ça. Et tout d'un coup, ça fait un planning vide, en fait. Et ça m'a fait 2 sensations. Ça m'a fait... ça fait un peu peur. Et l'autre sensation, c'est waouh, on peut mettre plein de choses là-dedans, en fait. Donc, et comme il y avait, et en fait, ça s'est parfaitement bouclé dans le sens où beaucoup de choses que soit je refusais ouvertement en disant je suis désolé, j'ai pas le temps, soit que je ne cherchais pas, ou je ne suscitais pas, ou même tout ce qui est R&D, recherche pour soi, enfin tu vois, moi, de manière beaucoup moins professionnelle qu'ici, mais j'ai fait un peu de podcast, de webinaire, c'est des choses que j'aurais jamais eu la place de caser si j'avais pas eu cette liberté de temps. Et donc j'arrive à Lorient, et il y a une autre chose du destin qui font que c'est pas prévu comme ça, c'est que j'arrive en tant que consultant indépendant, donc pas associé du tout à l'époque, pour 2 ans. C'était le seul truc que j'avais dit pour mettre un peu de sécurité, tu vois. À côté de ça, j'ai mes activités Veto Network qui, elles, je dirais, font bouillir la marmite, donc il y a pas de risque en fait, hein, voilà. Et quand j'arrive, on commence à mettre en place des choses, on structure juridiquement le rapprochement effectivement des établissements où il y avait mes 2 associés qui étaient séparés, on regroupe tout. Je passe les détails qui sont pas fondamentaux, on reviendra dessus. Et en fait, arrive le moment de séparer les parts de l'association, quoi. Et donc, il y a mes 2 associés, donc Adeline, Hortense, et puis un associé qui n'est plus là maintenant, qui devait partir en retraite, qui s'appelle Jean-Charles, et on essaie d'équilibrer les choses avec les comptables, juristes, et puis il y a une salariée qui est là. On en reparlera peut-être après, parce que c'est Marie Cibot. Et donc, le but au départ, c'était de dire 30 pour les associés qui sont là depuis longtemps, et puis on propose 10% à Marie, qui, à l'époque, donc, dit non. En fait, bon, on est un peu embêté. Puis moi, je dis, bon, je suis pas là pour ça, mais si ça peut rendre service entre guillemets,
voilà, je prends 10%, c'est pas très signifiant sur le moment. Et puis en fait, c'est comme ça que je me retrouve associé. Quand je dis que de manière générale, ce qui m'arrive n'est pas vraiment très calé et prévu, c'est vraiment une illustration. Et après, quand Jean-Charles s'en va, c'est naturellement on rééquilibre à 30-30-30. Et c'est comme ça que je me retrouve manager non praticien associé à égalité avec des 2 praticiennes, voilà, qui est un schéma pas très classique en Pas veto, classique, quoi, ouais. pour l'instant. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi ce boulot de manager de clinique concrètement au quotidien et à ton avis, quels sont les avantages pour une clinique? Alors, qu'est-ce que c'est? Dans mon cas à moi, c'est 2 jours, c'est 4 demi-journées, on va dire, par semaine, en présentiel. Là, on a même rajouté maintenant une demi-journée en distanciel parce que je vadrouille quand même un petit peu. Mais le présentiel est vraiment important parce que moi, je dis que je fais du management de proximité, en fait, voilà, du management intuitif de proximité. Donc beaucoup au contact des équipes. Donc je suis dans la clinique, j'écoute beaucoup, j'ai toujours la porte ouverte et c'est assez facile d'entendre si quelqu'un va bien, pas bien, s'il y a quelque chose qui se passe bien, pas bien, et d'aller un peu voir. Donc après la répartition du temps, un bon 30% pour les RH, je dirais. Ouais. 30% pour le côté stratégie, communication. Alors pour préciser les choses, on est 3 associés et il y a moi qui suis manager opérationnel. Donc c'est un peu schizophrénique parfois parce que ça veut dire que c'est vraiment les 3 associés qui décident quoi faire. C'est pas moi qui décide quoi faire. Moi je suis juste l'exécutant de ce qu'on décide à 3. C'est vraiment important parce qu'on pourrait avoir l'impression que je suis le chef d'Anikun. Pas du tout ça. En fait, en tout cas, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Et donc voilà, je disais 30% de management, 30% de stratégie, 30% de gestion des contrats fournisseurs. Il y a combien de salariés? Donc il y a 5 véto-praticiennes qui sont à 80% d'un équivalent temps plein chacune, on va dire. Et puis il y a 8 ASV. Donc ça fait presque une équipe de rugby, on n'est pas très loin. J'y reviens. Et que des femmes. Voilà. Ouais. Donc, ce qui me va très bien, je sais pas si on sera amené à en reparler, mais je sais que je travaille beaucoup mieux avec des équipes féminines. En fait, mais on peut en parler tout de suite parce que c'est assez intéressant. Il y a beaucoup d'équipes féminines en veto de par les statistiques, tout simplement. Et je sais que tu m'as dit ça m'a interpellée quand on a préparé cette interview. Alors, pourquoi tu te sens peut-être plus à l'aise à manager des équipes féminines? Alors désolé les gars, mais je pense qu'elles sont plus intelligentes à la fois. Alors pas intellectuellement, ça, voilà. On va dire qu'on est veto ou ASV, on a tous à peu près, mais émotionnellement capable d'intelligence. Oui, je vois ce que tu veux dire. Il y a ça, je pense. La partie intelligence émotionnelle qu'on oppose, entre guillemets, à la partie d'intelligence rationnelle. C'est ça. Oui. Et donc, j'en vois plus, en tout cas, chez les femmes. Je pense que quand on prend le temps de bien expliquer, ça suit, en fait. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin d'appuyer sur des leviers de motivation autre, si on dit voilà, on a besoin de bien faire les choses, pour ça il faut ça et si en plus on fait de la co-construction, ça se passe bien. Donc en tout cas, je saurais pas théoriser plus que ça là-dessus, mais par mon fonctionnement, moi, à mon avis, marche pas mal avec des équipes féminines. Et après, peut-être que si tu me mettais une équipe masculine, ça marcherait bien aussi, mais j'ai jamais eu trop l'occasion d'essayer. Non, mais c'est intéressant parce que moi, j'ai aussi une équipe 100% féminine et ça m'énerve quand on me dit ça se crêpe pas trop le chignon. C'est une phrase que j'entends souvent. J'ai d'ailleurs écrit une tribune il y a pas très longtemps qui est sur ce podcast, sur ce sujet-là. Et oui, je partage avec toi ce constat, c'est qu'il y a une intelligence émotionnelle probablement supérieure chez les femmes qui est absolument pas innée, qui n'est pas génétique, qui est liée à la socialisation, c'est-à-dire à la manière dont on va nous éduquer en tant que petite fille et petit garçon. Mais je trouve ça bien de le souligner et de le mettre en avant parce que c'est demain, dans une ère où c'est pas moi qui vais t'apprendre ça, mais où en fait le rationnel va être géré par l'intelligence artificielle, etc. Demain, la vraie valeur au travail, c'est de l'intelligence émotionnelle. Donc c'est intéressant et de commencer à parler de ces sujets dans le milieu veto et notamment aux hommes, et de changer peut-être la manière dont on éduque et la manière dont on gère les choses aussi dans les écoles vétérinaires. Ça permettra de mieux répartir cette intelligence émotionnelle pour que ce soit plus équilibré entre les hommes et les femmes. Et après, il y a, là, c'est des généralités genrées, mais il y a aussi les individus personnellement, qui peuvent varier. Ce qui fait que chaque fois qu'on lance un recrutement, c'est alors un gars qui nous rejoindrait. On sent qu'il y a une attente et je fais, c'est ouvert, voilà, il y a pas de problème. Oui, et je pense qu'il peut y avoir des sensibilités qui sont
complètement compatible avec des équipes féminines, même chez des gars, en fait. Il y a pas de Oui, tout à fait. Moi, il y a des hommes avec qui j'adore travailler, bien évidemment. Donc, évidemment. Donc voilà, j'ai découpé un peu mon temps, comme j'ai dit, 30-30-30, et il manque 10%, et c'est souvent pas assez, c'est la gym, en fait. La gym, c'est la gestion immédiate des merdes. Donc, J'étais là, la gym, non, il n'y a pas de Y. Il y a pas de Y. J'ai entendu là pour la première fois ce terme, c'était un reportage sur M6 de la personne qui a géré la rénovation complète du Ritz, en fait, qui est un énorme hôtel à Paris. Qui a rouvert il n'y a pas très longtemps. Qui a rouvert il n'y a pas longtemps, après 3 ans de travaux. Et en fait, la personne disait que son métier, c'était ça. En fait, c'est-à-dire tous les matins, c'est il y a tel truc qui passe pas, ça rentre pas, on n'a pas été livré de ci, on n'a pas été... Franchement, je peux dire que mon métier, oui, c'est ça aussi. Voilà, et 10%, c'est probablement pas assez. Mais alors ça, c'est peut-être aussi un tips, c'est faire gaffe à toujours avoir de l'espace. Ça rejoint quand même mes 32 heures de quand j'avais demandé mon truc. C'est avoir de la place pour rien, et ça va se remplir, il n'y a pas de problème, et soit de la détente, et c'est super, soit plus de confort pour gérer des choses qui n'étaient pas prévues, et comme il y en a toujours en clinique vétérinaire, voilà. Donc c'est ça le temps. Après, tu posais la question de l'intérêt, alors c'est probablement plus mes collègues qui gagnent, qui pourraient témoigner de ça. Sur mes associés, parce qu'on on se fait des retours régulièrement là-dessus. Il y a aussi une vidéo qui a été tournée sur ça où on est venu voir un peu comment on fonctionnait. Ce qui est dit, c'est le côté de pouvoir se concentrer sur son cœur de métier, qui est la production de soins médicaux. Alors, ça veut pas dire qu'elles aiment pas en fait la gestion, mais au moins elles peuvent se concentrer. Le côté de ne pas être interrompu par plein de choses. Voilà, le côté interruptif du management où souvent il peut y avoir des choses à faire entre deux. Le côté gain de temps, gain d'efficacité. Je dirais que tout, et puis de manière globale, même s'il peut y avoir un peu d'intérêt et d'appétence, c'est pas pareil que de mettre les mains dans le cambouis et de faire. Elle kiffe pas un tableau Excel qui calcule les marges, moi si. Donc chacun fait ce qu'il aime bien, on va dire. Voilà. Oui, c'est intéressant. Et aujourd'hui, comment tu répartis ton activité entre la partie managériale chez Anycoon et la partie Veto Network? Alors, Veto Network, ça reste mon activité principale en temps. Je dirais, voilà. Alors, je vais arriver, je suis conscient que ce que je vais faire va faire que ça fait des semaines qui font plus qu'une semaine. Mais voilà, donc je disais 4 demi-journées par semaine pour Anycoon, donc les cliniques vétérinaires. Je pense qu'il y a un bon 6 demi-journées par semaine pour Veto Network, peut-être même 6-7. Donc ça, aujourd'hui, c'est vraiment une activité de conseil. Ouais. De conseil, mais c'est peu les gens, enfin mes potes, quand je les crois, tu fais des confs, bah oui, c'est ce que tu vois, mais c'est vraiment l'iceberg, quoi. Donc ça se voit, il n'y a pas de problème, et je prends plaisir à en faire. Bah voilà, j'ai une semaine qui est très typique. D'ailleurs, si on veut reparler du multicasquette, cette semaine-là est parfaite pour illustrer. Même si c'était pas, on pourra refaire si tu veux. Mais et donc c'est des choses vraiment avec pas forcément des cliniques, mais plutôt des industriels de la profession, des choses comme ça, sur de la prospective, de la veille, donc qui sont par définition pas forcément visibles, quoi. Donc ça, voilà, 6-7 demi-journées, je dirais. Et puis on pourrait séparer, on en parlera peut-être après. Tu dois avoir une demi-journée par semaine, ou peut-être un quart de journée, parce que là j'ai plus de phase opérationnelle dans Dr Patoun, avec Marie. C'est ça que j'allais te demander, ça c'est des activités entrepreneuriales un peu connexes. Oui, qui sont connexes, mais où clairement là ça a été autant Anycoon et Veto Network. Veto Network, par définition, c'est moi tout seul. Donc, il vaut mieux qu'il y ait le choix opérationnel. C'était pleinement assumé d'être dans l'opérationnel de manière très concrète et significative. Autant. Tu es plutôt dans le board stratégique, en fait, sur Dr Patoun. Ouais, alors c'est on va dire, 2 heures par semaine, on va dire. Et après, on a quand même de temps en temps des séminaires où là, je suis plus pleinement présent. Mais c'est pour ça que je dis en moyenne une demi-journée par semaine. Et puis, pour Solam, donc là, pareil. Alors, je précise juste Dr Patoun, si vous voulez connaître un peu plus avant, écoutez l'épisode 14 avec Marie Tanguy. Oui. Et donc Solam, qui est pareil, un truc qui est arrivé pas prévu, on pourra reparler peut-être d'intrapreneuriat après. C'est là aussi, en n'étant pas opérationnel, et on est sur du 1-2 heures par semaine. C'est plus de la vision stratégique de l'accompagnement que vraiment de l'opérationnel pur et dur. Ok, très clair. Et tu es aussi engagé dans des associations.
Alors, je crois qu'il y a VetInTech et Ergon aujourd'hui. Oui. Mais on peut peut-être commencer par parler de Veto Entraide, puisqu'il me semble que tu as participé à la cofondation. Oui, Veto Entraide, c'était, je pense, c'est 2000. Il faudrait regarder le PV d'AG qui est sur le site. Et on était une trentaine à avoir été près de Bordeaux à l'invitation d'un confrère. Et c'était une année, ou en tout cas l'année précédente, il y avait une série tragique. En fait, voilà, je crois de mémoire, moi, à l'époque... 10 personnes que je connaissais qui s'étaient donné la mort en un an, en fait. Un truc, en tout cas, ceux qu'on avait su. Et du coup, ça avait entraîné quand même une volonté de faire quelque chose. Voilà. Donc, et par les réseaux, alors pas sociaux, mais plutôt des forums de discussion à l'époque qui existaient. Ouais, quelqu'un qui a commencé à dire, il faut qu'on essaye de faire quelque chose. Donc, il y en a d'autres qui sont coagulés. Puis ça a fini par cette réunion un peu inaugurale qui a fini par, on était 37, je crois, de mémoire. Alors voilà, après j'étais pas dans le premier bureau, mais en tout cas ça m'a toujours concerné d'essayer d'aider sur ça d'une façon ou d'une autre. Et donc voilà, j'ai pas été réellement actif, mais tu vois, c'est quand je disais la fusée, moi je veux bien même être juste le carburant si c'est une bonne cause, et tant pis si je ne suis pas là après, tant que ça continue et qu'il se passe quelque chose, c'est bien. Voilà. Ok, non mais très intéressant. Et sur les deux associations dans lesquelles tu es engagé aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de VetInTech et ensuite d'Ergon, s'il te plaît? Oui. Donc VetInTech, c'est l'association de la e-santé animale, donc qui se consacre à tout ce qui est numérique en santé animale. C'est pareil, c'est pas prévu, c'est plus en 2017 un groupe de personnes qui s'intéressent à ces sujets-là. Donc comme un peu ces domaines connexes, en plus qui intéressent pas tant de monde que ça, on se connaît tous, quoi. En fait, voilà, toi, c'est un peu pareil probablement. Tu peux citer. Et donc, on allait tous plus ou moins à Vivatech, en fait, qui est le salon des nouvelles technologies, qui va d'ailleurs avoir lieu dans un mois à Paris. Et puis, comme on y allait tous, la veille, on s'est dit, est-ce qu'on ne serait pas un resto, quoi. Donc, on a fait un resto. Le resto a été sympa. Voilà, c'était fluide, on a bien échangé. Et à la fin du resto, on s'est dit, on fait quoi? On fait juste que des restos de temps en temps, où on essaye de discuter plus et on verra, quoi. Et puis, on a discuté plus. On a fait un livre blanc sur les objets connectés qu'on a produit en fin d'année. Ensuite, plusieurs autres livres blancs. Puis ensuite, une délégation au CES à Las Vegas. Tu peux peut-être juste préciser ce que c'est que le CES de Vegas. Tout le monde CES, ne sait donc pas. le Consumer Electronic Show. Donc, c'est un peu c'est le plus grand salon des nouvelles technologies au monde. C'est tous les ans en janvier, depuis une 50aine d'années à Las Vegas, début janvier. Il y a 5000 stands. Tous les ans, ça passe aux 20h. C'est un marronnier. C'est ça. Voilà. Donc, et donc, voilà, une délégation là-bas, en emmenant des membres de l'écosystème santé animale pour leur faire un peu découvrir ça. Prix de thèse aussi, qui aura son importance, puisque Marie Tanguy, c'est là que je l'ai connue. Numanima aussi, voilà, qui est l'événement de la e-santé animale. Là, justement, ce midi, j'étais en visio pour préparer la 4e édition qui aura lieu fin juin, 26 et 27 juin à Maison Alfort. Vous pouvez aller sur numanima.com. Petit mot. On mettra le lien dans les commentaires. Voilà. Donc des événements, voilà, autour de tout ce qui est mieux faire connaître la e-santé animale, sachant, voilà, qu'on est en mode pèlerin, parce que les vétos ont pas forcément le temps, c'est pas forcément leur intérêt premier, donc il faut montrer beaucoup pour qu'il arrive un peu. Voilà. Ok. Et Ergon, du coup, qui promeut l'entrepreneuriat vétérinaire, est-ce que tu peux nous en toucher un mot, et puis après j'aurai une question là-dessus? Oui. Je réfléchis à ce que je vais dire. Est-ce que je vais dire l'anecdote? Mais je vais la dire et on verra. Ça fera rigoler les parties prenantes, et comme les choses ont changé depuis, je pense que c'est dissible. Donc Ergon, association qui existe depuis 2012 de mémoire, donc qui promeut l'entrepreneuriat vétérinaire. L'entrepreneuriat vétérinaire au sens large? Oui, alors au sens large, en gros, faire en sorte justement qu'on reconnaisse les établissements vétérinaires comme quoi c'est des entreprises, comme les autres, peut-être un peu différentes, mais quand même des entreprises. Et donc au début, ça se structure en 2012, quand j'y suis pas encore du tout, autour plutôt de filières d'élevage, voilà, plutôt des grosses structures, voilà, des gens qui sont chefs d'entreprise vétérinaires, parce que ils sont aussi dans des filières où ça impose presque de l'être par rapport
au vétérinaire canin avec 2 ASV, un collègue qui est plus petit et où on pourra peut-être moins avoir le sentiment premier, ce qui est à mon avis une fausse impression de dire que c'est une entreprise. Et donc il y a ce Ergon là où je vois des publications, je vois des congrès. Bon, je sais pas encore trop ce que c'est. Et puis 2016, je pense que j'assiste à une journée à la VAC où il y avait Ergon qui parlait. Je trouve que les choses qui sont dites sont intéressantes. La façon dont c'est dit est intéressante aussi parce que je trouve ça plutôt bienveillant en fait dans la façon de l'approcher. Voilà, tu vois, pas un savoir dur genre nous on sait et on va t'apprendre la vie. Plutôt discutons ensemble et enrichissons-nous mutuellement. Je trouve ça bien. Et du coup, je rentre de ce truc-là et puis j'en parle à un de mes associés donc au Havre qui dit oui, bah alors moi ça s'est pas passé comme ça. J'ai envoyé mon chèque d'adhésion et on me l'a renvoyé. Donc je fais ah oui, oula. Ah oui. Donc il y a une espèce de dissonance, tu vois, entre ça. Après, mon cher associé Christian, si tu m'entends, si tu écoutes ce podcast en te baladant sur le pont de Normandie. Tu es adorable, mais par moments, tu peux être difficile à gérer. Et donc, voilà, je pense qu'ils avaient fait de l'évitement. Donc, l'année d'après, sur le stand de la VAC, il y a Pierre-Marie Cadeau, qui est à l'époque président d'Ergon. Et bon, moi, j'arrive, il dit, Greg, tu devrais venir, machin. Je lui fais, écoute, je viendrai bien, mais si j'envoie un chèque, est-ce que vous me le renvoyez? Donc, il fait quoi? M'a dit qu'il n'était pas au courant, voilà, malentendu, tout ça. Et donc finalement, j'ai commencé à mettre un pied dans Ergon, rencontrer des gens vraiment super. Je me souviens, je fais un premier atelier de réflexion, puisqu'il y a des temps forts dans l'année. Bon, en gros, c'est une journée de conf, d'atelier. Et à la fin de la journée, c'était mon premier. Pierre-Marie vient me voir. En général, on va voir les nouveaux à la fin de la journée pour savoir comment c'était. Et je lui dis, c'est super, j'ai trouvé des comme moi. En fait, voilà. Donc, toute une tribu, tu vois. Donc, des gens qui s'intéressent à des choses auxquelles les vétos s'intéressent pas toujours, qui sont prêts dans le partage de dire, moi, je fais comme ça, et avec aucune considération de, t'as 15 cliniques, 150 personnes où t'es tout seul. Voilà, on s'en moque. Tout est bon à prendre et à témoigner. Donc j'y vais plus régulièrement et puis au bout d'un moment, à force d'y être, tu grattes à la porte, tu fais j'aimerais bien faire plus et aider à faire si vous avez besoin. Moi encore une fois, je te dis, je propose et j'ai pas, ça m'intéresse pas d'imposer s'il y a pas de volonté commune. Et puis je pense que j'entre au CA, ça fait 4 ans maintenant, quelque chose comme ça. J'avoue. Peut-être 2019 même. Et d'abord membre invité, c'est pour ça. Et puis après, élection, et puis je rentre. Et donc, je fais partie des membres du CA. On est une quinzaine, avec 20 avec les membres invités, où on organise 2 ateliers de réflexion par an, le forum qui a lieu en octobre à Lyon en général, des événements numériques aussi maintenant. Donc, tout ça autour avec vraiment ce tropisme d'aller chercher des choses ailleurs, hors de la profession, pour pouvoir, ouvrir les chakras, quoi. Voilà, pour simplifier. C'est Céline Porret-Condamin qui est actuellement... donc c'est l'épisode 2. Oui. Elle a vraiment participé au début de Veto Micro, que je vous invite à écouter, qui est super intéressant. Il y a tous les membres du CA, chacun dans leur particularité, mais Céline est quelqu'un que j'aime beaucoup, avec qui j'ai plaisir à travailler au sein d'Ergon et même sur d'autres choses parfois. Des gens qui changent les choses en fait. Voilà. Moi je pense que c'est ça aussi que j'aime bien, c'est ok, il y a des choses qui posent problème, qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution? Et du coup, j'ai une question sur cette partie entrepreneuriat vétérinaire. C'est vrai qu'on est dans une époque très start-up, entreprendre, etc., où c'est quand même très valorisé. Et pour autant, les vétérinaires, on n'a jamais eu autant de salariat, c'est-à-dire ont beaucoup de mal à entreprendre dans le secteur libéral. Est-ce que tu as une piste de réflexion ou d'explication, en tout cas un début d'explication? Alors, si j'avais des pistes de réflexion, j'arriverais à associer mes salariés. Clin d'œil, Marie-Charlotte, Marion et bientôt Sophie. Donc, j'avoue que je ne sais pas. Il y a des besoins de sécurité, peut-être, qui sont forts. Ça, j'entends. Enfin, c'est ce que je comprends.
des besoins de choses gravées dans le marbre, alors que voilà, ceux qui ont été libéraux ou entrepreneurs savent que on aimerait bien que ce soit des fois gravé dans le marbre, mais c'est jamais comme ça en fait. Donc il y a ça, peut-être ce côté, voilà, on veut un tien vaut mieux que Dieu tu l'auras et pas prendre de risques. Ça peut être aussi parfois influencé par l'entourage, voilà. Si t'as quelqu'un dans ta famille qui a eu des déboires de ce côté-là, on peut comprendre aussi que t'es en vie. Ça peut être aussi, à mon avis, c'est une raison que j'entends, mais qui est gérable par l'organisation de l'entreprise. L'entreprise peut aussi trouver des adaptations pour que les points d'insécurité, je pense à la maternité, hein, voilà, par exemple, qui peut être un point. Un sujet sur une profession à 75% féminisée. C'est clairement un sujet, et nous, voilà, dans notre règlement intérieur, c'est alignement sur les conditions du salariat complet, quoi. Voilà. Donc, ce qui fait que. Oui, hein, il faut préciser ça. Il y a de plus en plus de pactes d'associés où on écrit les conditions. Hein. C'est ça, et où, voilà, ça montre que cette peur-là, en tout cas, peut être traitée par l'entreprise et de manière, voilà, ça passe, quoi. En fait, c'est faisable. Hein. Après, les peurs sur les incertitudes, vu les années qu'on vient de vivre, je veux dire, avec le Covid et des choses comme ça, il faut avoir une forme de lâcher prise. La poudrière au Moyen-Orient. L'inflation. Donc, même c'est ce qu'on a pu avoir comme échange, c'est moi j'aimerais bien qu'on me garantisse ça. Je me le garantis même pas moi-même. Alors, donc faut de toute façon arriver à avoir une forme de capacité de lâcher prise, sachant qu'on est quand même dans des entreprises pérennes, bien posées. Mais d'ailleurs, le sens de ma question, c'était justement de pourquoi, quand on voit le succès d'un événement comme Acavette, dont il y a eu là la 2e édition, pourquoi, alors qu'il n'y a pas de sécurité dans les startups, quand on monte sa boîte, pourquoi ça a autant de succès et pourquoi là, les jeunes générations de vétérinaires veulent bien entreprendre, alors que finalement, dans des entreprises vétérinaires qui sont, comme tu dis, des systèmes, des entreprises très pérennes, où quand on arrive et qu'on s'associe, il y a déjà de l'argent, je veux dire, on a un salaire tout de suite. Pourquoi un tel différentiel ? Peut-être l'image des entreprises vétérinaires qui peut-être un peu poussiéreuse. Moi, j'avais une fois une ASV qui m'avait dit, je faisais mon onboarding classique, il y a des entretiens réguliers, et je sais plus, au bout de 3 semaines à faire, ici, c'est comme dans une start-up. Alors que non, pas du tout. Hein, mais sur certaines choses, peut-être qui sont plus de l'ordre du symbolisme. Je dis pas qu'on a... Oui, je pense que l'onboarding est arrivé par les startups en France. Oui, quand voilà, même, c'est ça. C'est arriver à incorporer certains éléments qui peut-être, je dirais, moderniseront l'image que peut avoir l'entreprise classique vétérinaire, on va dire, parce que je pense que ça joue aussi sur ça, sur l'aspect, sur aussi le côté co-construction, à mon avis, qui est important, c'est-à-dire de prendre les avis. Alors après, il faut décider. Donc en général, ceux qui sont quand même aux manettes qui décident beaucoup, mais dans les startups, il peut peut-être y avoir aussi cette sensation que je peux tout faire, ce qui n'est pas toujours vrai d'ailleurs, même chez... Enfin voilà. Donc il y a aussi une notion d'image, je pense, à travailler. Ok, c'est intéressant. Je voulais aussi qu'on reparle du rugby, puisque tu as évoqué ce sujet à plusieurs reprises. Et que c'est évident, j'ai l'impression que toutes les activités que tu as sont assez imbriquées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément la partie travail et la partie loisir, enfin en tout cas c'est un peu plus imbriqué que ça. Et tu m'as dit en préparant cette interview que le rugby et tout ce que tu avais pu faire dans le domaine du rugby avait joué dans ta manière de manager. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur cette partie rugby ? Oui, je dirais que le collectif que j'ai eu à gérer au Havre pendant 9 ans, en fait, en passant de rugby féminin. Voilà, une équipe de rugby féminin. Ils ont démarré à 7, on était 40 à la fin, 40 personnes avec équipe A, équipe B, enfin voilà, quelque chose de très structuré, et m'a appris en fait voilà l'apprentissage de typologie des personnes, à arriver à individualiser le management qu'on fait, donc de manière globale aussi toutes les notions de groupes sociaux, de relations entre les personnes, avec ce fameux truc où quand tu as des équipes qui grandissent parfois un peu vite, où tu trouves que c'est vite le bazar, et parce que en fait 1 + 1 + 1 ça fait pas 3 en fait, ça fait beaucoup plus que ça, et ça complexifie les choses. Donc voilà, la prise en compte de tout ça, ça m'a fait un bon apprentissage, et même sur la com, sur le financement, en fait, mes premiers groupes Facebook, c'est les groupes pour gérer mon équipe, en fait, voilà. Donc il y a une interpénétration entre les expériences de l'ordre de l'associatif et les choses entrepreneuriales, et en même temps, dans l'autre sens,
typiquement, le bouclage d'un budget, le montage d'une cagnotte de crowdfunding sur un calendrier de rugby féminin, c'est une action d'entrepreneur en fait. Donc pour moi, les deux se répondent et des choses que tu testes dans un groupe côté associatif peuvent parfois te servir dans ton entreprise et inversement, des outils que tu utilises dans l'entreprise. Moi, alors, ils vont dire, il est fou, j'avais un tableau Excel des présences et des absences en fait des joueuses parce qu'au moment de faire ma composition d'équipe le dimanche, fallait bien Pas très dire. sportif, mais j'avais compris. Voilà, pardon. fallait bien justifier en fait. Voilà. Donc tu vois, c'est ce côté-là où ça apprend. C'est bon. Après, c'est de la gestion de groupe. Ça aurait été une équipe de volley ou n'importe quoi d'autre. Je pense que ça aurait été pareil. Ouais. Donc, mais gérer des groupes, voilà, ça apprend. On fait des erreurs aussi. Voilà, pas loin d'être parfait, mais c'était intéressant d'avoir tout ça, quoi. En tout cas, ça a l'air de t'animer cette partie rugby. Du coup, il y a une phrase qui m'a marquée justement cette partie, parce que je pose toujours comme question pour préparer les interviews, qu'est-ce qui t'anime finalement dans tous les projets que tu as. Et tu m'as écrit prendre plaisir à faire ce que je fais, donc là c'est très clair dans ce que tu décris, et continuer à être dans mon ikigai actuel qui est presque un rêve et une forme de luxe dont j'ai conscience. Je ne sais pas du tout ce que c'est, j'ai fait exprès de pas chercher. Est-ce que tu peux m'expliquer ? Donc, je ne savais pas ce que c'était avant que je dise à quelqu'un un truc du genre en ce moment c'est vraiment bien. Je pense que c'était peut-être en 2020, voilà, tu vois, 2018, 2 ans où je suis manager, il y avait tout network et tout se passe bien et où j'ai dû dire à quelqu'un c'est cool en ce moment, je fais que des trucs qui me plaisent, j'ai l'impression que ça sert à des gens, que je suis plutôt bon en fait à ce que je fais et en plus on me paye plutôt bien en fait pour faire tout ça, et du coup la personne fait mais Ikigai. Donc je fais quoi ? De quoi tu me parles ? Et donc j'ai été regarder, effectivement c'est un concept japonais je crois, où vous pourrez aller voir ou peut-être mettre un lien vers le schéma en fait. Il y a un schéma en fait où tu as un rond avec ce qui te plaît, un rond avec ce pourquoi tu es utile en fait à la société, au monde, etc. Un rond avec ce pourquoi tu es plutôt bon en fait, t'es doué à ce que tu fais et ce pourquoi tu peux être payé. Et en fait quand tu fais converger les 4 ronds, il y a un espace plus ou moins grand au milieu qui est, si t'es là-dedans, c'est génial en fait. C'est que t'es à ta place à l'instant T en fait. Pile bien en fait, c'est-à-dire tu kiffes, ça sert à des gens, t'es bon donc c'est efficace et en plus t'es payé pour faire tout ça. Donc quand t'es là, c'est plutôt bien. Moi je pense que je suis là depuis 2020 je dirais et pour l'instant ça va. Donc à chaque fois tu te dis à un moment ça va s'arrêter, c'est pas possible d'avoir ça toute sa vie, donc j'en profite tant que c'est là. On oublie souvent de profiter quand on est bien dans le présent. Non, ça je pense que ce qui fait profiter c'est d'abord de constater que après on dit c'est de la chance. J'étais hier, on est mercredi, j'étais hier toute la journée avec Pierre Madvet qui venait s'occuper d'Adikoun et à chaque fois encore un épisode de Veto Micro, ça, je ne sais plus lequel numéro, mais pareil, vous pouvez taper Pierre Madvet. Et donc à chaque fois qu'on disait oui on a de la chance aussi, ah non la chance ça n'existe pas, tu te la crées, donc j'ai probablement participé à créer l'état dans lequel je suis sans qu'il y ait aucun plan prévu de rien du tout en fait. Voilà, c'est déjà arrivé 1 ou 2 fois que j'ai des jeunes consoeurs confrères, comment tu as fait pour faire ce que tu fais maintenant? Mais c'est le principe de la sérendipité, on en parle souvent dans ce podcast, c'est-à-dire qu'en fait à un moment on rencontre des gens, on crée des choses, on met les mains dans le cambouis et en fait une chose en entraîne une autre qu'on n'aurait pas imaginé. Ouais, tout à fait. Donc voilà pour l'ikigai et je pense que ça peut être, alors moi j'ai du bol, je suis dedans, donc de temps en temps, alors c'est ça tu vois, quand je te dis de temps en temps je m'interroge et je dis est-ce que je fais le point, je fais ça, toutes mes casquettes. Est-ce qu'il y en a qui méritent d'être retirées, déchargées ou d'autres mises, on va dire. Et je pense que c'est ça qui fait que tu arrives à garder ton point au bon endroit et à rester dans la zone. À l'inverse, je pense que ça peut être un outil pour quelqu'un qui se sentirait pas bien, tu vois, dans ce qu'il ferait. Il faudrait qu'il reprenne le petit schéma qui dise c'est cool, je fais un truc super, j'ai l'impression d'être utile, je suis plutôt bon, mais je gagne pas d'argent avec. Donc comment je fais pour essayer de ramener mon point dans la bonne zone, ou à l'inverse quelqu'un et t'as des gens aussi des fois ils gagnent plein d'argent mais ils se disent ça a pas de sens ce que je fais, et donc
donc, à mon avis, ça peut être aussi, indépendamment d'un outil de constat, un outil d'analyse de soi pour se dire qu'est-ce que je peux faire pour bouger mon point. Et après, en plus, ça bouge tout le temps. Voilà, il y a ça aussi qui peut être à prendre en compte. Donc voilà, ça peut servir. Est-ce qu'on aurait oublié quelque chose dans ton parcours professionnel ou parcours annexe ou manière de vivre les choses? Oubli, non. Après, c'est peut-être si, enfin, c'est pas un oubli, mais c'est j'avais fait un post LinkedIn là-dessus où ça arrive régulièrement qu'il y ait des gens qui me disent mais alors les gens du monde veto ils commencent à savoir, mais pour d'autres mais ça te manque pas, enfin t'étais parti pour soigner des animaux, la fameuse question qu'on a tous. Oui, qu'on a tous. Bien sûr. Et ce que je dis toujours, c'est que quasi chacune de mes casquettes, si on pourrait presque avoir une image, tu sais, où tu soulèves la casquette et il y a une photo, genre, au fond, qui est cachée un peu. Et la photo qui est cachée, c'est tous les animaux que j'avais quand j'étais enfant. Et alors, ceux-là, je les soignerai jamais. Forcément, ils sont plus là. Mais tout ce que je fais, pratiquement, alors, je m'en étais pas aperçu tout de suite. Et c'est après, en creusant, où je me suis dit, mais si, en fait, ça se tient. Voilà, ça va, c'est cohérent. De se dire, tout ce que je fais, même parfois qui paraît éloigné, ça se tient pour soigner les animaux. Il y a un très bon exemple à ça, c'est j'ai fait avec Emmanuel Gerbert de Entre Chats, peut-être un autre épisode. Un épisode prochain. Ou un épisode prochain. Non, elle est super. Non, mais très bien, on note les recos. Ouais, et qui on fait un épisode sur le capteur de glycémie connecté pour les chats, mais il y a 3 ans, je dirais. Et ce truc-là a été vu peut-être 10 000 fois sur ma chaîne YouTube. C'est 80% de mes vues, c'est ça. Et en fait, avec des propriétaires qui marquent en dessous, des vétos qui disent merci. Et donc, moi, tout seul, dans toute ma vie, je pense que j'aurais posé, 20 capteurs de glycémie connectés. Et en fait, là, je suis indirectement à l'origine de plein de chats diabétiques mieux soignés. Donc, quelque part, tu vois, ça se tient, quoi, en fait, voilà. Donc. Et mais je pense que même sans se justifier, moi, ça a été très long d'être capable de dire, bah non, ça me manque pas sans me sentir coupable. Oui. Donc, c'est quand même qu'on a un petit sujet là-dessus parce qu'on a le droit, finalement, de faire plein d'autres choses et de dire, bah non, ça me manque pas parce que je fais autre chose et sans se sentir coupable. Et de plus intéressant aussi, ça, parfois, c'est la question qui surprend, ça te manque pas. Non, alors ça j'ai pas de problème parce que ça m'a pas manqué. La chose qui peut parfois manquer, c'est le contact mais physique avec les animaux. Mais moi j'ai de la chance, je suis manager, donc de temps en temps quand il y a un chaton mignon en hospitalisation, je fais un petit tour, je fais 2-3 petits câlins, il me fait un petit ronron et tout le monde est content. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes consoeurs et confrères qui nous écoutent, toi qui m'as écrit « Je commence à arriver dans une phase de transmission ». C'est un bon sujet. Je dirais essayer en fait, voilà. C'est difficile parce que probablement moi j'aurais eu peur d'essayer. Ils sont dans un monde qui est pas simple, probablement plus complexe que celui où moi j'ai mis les pieds, où voilà, j'ai été faire mes 30 remplats, un peu de tout, des remplats de cow-boy. Alors faut pas le dire, c'est bon, l'ordre n'écoute plus, mais j'ai fait des remplats en 3e année, truc de dingo, où j'étais tout seul à terre à la clinique. Enfin, c'est des choses. Ça se faisait beaucoup. Oui, avant. C'était pas, en tout cas, c'était pas rare, on va dire. Donc, mais d'un autre côté, voilà, on était un peu lancé comme ça. Là, on a des générations qui ont un monde plus normé, plus compliqué, plus difficile. Pour autant, arriver à tenter, en fait. Et aussi ils sont durs avec eux, en fait, je trouve. Moi, je les trouve vachement durs envers eux. Pas le droit à l'erreur. Ils sont durs avec eux-mêmes, tu veux dire. Avec eux-mêmes, en fait. C'est-à-dire, tout doit être parfait, je dois être exceptionnel. Non, enfin, je veux dire, on va tous être imparfaits, pas du tout exceptionnels à plein de moments de notre vie et ça va bien se passer quand même. Donc, je les trouve, durs vis-à-vis d'eux-mêmes et du coup, parfois dur vis-à-vis des autres aussi par rebond et de essayer. Il y a plein de choses tellement à faire qu'il y aura de la place pour tout le monde pour faire des choses. Et puis en plus on a de la chance, on a quand même un métier, on peut retomber sur nos pattes de multiples fois dans notre vie. C'est-à-dire que là moi je vous ai dit je peux faire de pratique, mais je veux dire, le diplôme ne se périme pas. Si le diplôme ne se périme pas, si à un moment je me dis en fait si, je change d'avis, et on peut changer d'avis aussi. Donc voilà, c'est se faire confiance, se donner plus de liberté et ce genre de choses, je pense que ça peut aider. Mais bon, après, je conçois encore que c'est facile à dire dans ma position. Comment les consoeurs et les confrères qui voudraient échanger avec toi peuvent te contacter ? Alors, c'est
pas compliqué du tout. Il y a mon email qui est vraiment la meilleure solution. C'est d'ailleurs un vrai sujet, ça, de par où on contacte les gens. Je peux paraître multi-connecté, mais c'est mieux que par mail. Donc, contact@vetonetwork.com. Et voilà. Bon, après, je ne peux pas échanger avec la terre entière, mais en général, j'essaie de donner un retour ou quelque chose. Je pense qu'il y a 4-5 personnes avec qui j'ai des échanges réguliers. C'est ce que je t'avais dit aussi. Le côté transmettre, c'est aussi ça. Alors, si la personne, elle trouve un intérêt, hein, c'est pas pour raconter la vie, etc. Mais voilà, si ça peut aider des personnes d'entendre certaines paroles ou de se dire, en fait, ça c'est possible, ou je pourrais essayer, ça me va bien, quoi. Bon, ça arrivera dans les bonnes oreilles. Merci Grégory de m'avoir consacré cette heure et demie. Alors, j'ai pas les yeux sur le temps, mais ça doit être à peu près ça. C'était dense, mais en même temps, c'était à l'image de ton parcours. C'est marrant parce que quand je t'ai contacté, tu m'as écrit, je me demande bien ce que je vais pouvoir te raconter. Je te rassure, comme la moitié des invités de Veto Micro. Ce qui d'ailleurs m'interroge souvent parce que je me demande toujours ce que ça dit de nous, les vétérinaires, puisqu'on voit bien que tu avais plein de choses à dire et à transmettre. Et tu m'as d'ailleurs dit quelques temps plus tard, quand on a préparé cette interview, je n'ai pas vraiment grand-chose à me prouver à moi-même, mais j'aimerais faire en sorte que les expériences que j'ai pu accumuler dans ma multivie puissent être utiles à d'autres. Il me semble que c'est chose faite aujourd'hui. Merci Grégory, à bientôt. Merci Marine. Merci d'avoir écouté cet épisode de Veto Micro. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Veto Micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@themavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.